bienvenue dans cette édition d'actualité de la mi-journée sur Antenne A, la chaîne de référence. D'abord, cette nouvelle en brève. C'est depuis hier mercredi que Mary Robinson, l'envoyée spéciale des Nations Unies pour la région de Grand Lac, est à Kinshasa. Avant de s'envoler pour Goma, le vendredi, elle devra s'entretenir avec les autorités congolaises sur les négociations de Kampala et la mise en œuvre des recommandations issues des concertations nationales. On nous signale que Mary Robinson vient d'être reçue par le ministre des Affaires étrangères. Juste après, Raymond Tchibanda s'est entretenu avec Madame Benguigui, ministre française de la francophonie. Joseph Kabila, honoré par le Conseil national de la jeunesse de Butembo, un diplôme lui a été décerné par cette structure de jeunes quant à sa détermination dans la pacification de la partie est de la RDC. De Kisangani à Bunia, le président de la République, en pleine tournée dans l'est de la RDC, a bravé les intempéries, les mauvais états de route afin de soutenir la population de cette partie de la République en palpant du doigt ses difficultés. Le chef de l'État poursuit sa tournée Cap-Vert, Goma, Rutshuru et Nyiragongo. Tout au long de son parcours, Joseph Kabila a visité les déplacés de guerre de Walendu Binda. Médecins sans frontières vole au secours des déplacés de guerre dans la province du Maniema, précisément dans la zone de santé de Kapene. Plus de 2200 déplacés de guerre ont pu recevoir des soins de santé. Nadia Koulin-Fouka. C'est depuis le 9 novembre que les équipes du pôle d'urgence Congo de Médecins sans frontières MSF se trouvent à Kama dans la zone de santé des Kapen au Maniema. Elles y offrent leurs soins aux populations déplacées autochtones. MSF appuie les centres de santé et organise des cliniques mobiles pour soigner les populations locales dans ces zones. On compte déjà plus de 2200 consultations effectuées. Ces populations ont dans la plupart des cas fui les conflits armés et se sont concentrées depuis plusieurs mois à Kama où la situation sécuritaire est plus stable qu'ailleurs. Ces déplacés manquent d'hébergement adéquat et ont été accueillis par la population des Kama. Les équipes de Médecins sans frontières ont déjà au total pris en charge 57 enfants souffrant de malnutrition sévère, dont 22 de conflits avec des complications qui nécessitent l'hospitalisation. Invité mercredi 27 novembre 2013 à l'Assemblée nationale pour répondre à la question orale avec débat au sujet des pourparlers de Kampala, le ministre des Affaires étrangères Raymond Tchibanda est réparti son mot dire. Et pour cause, l'auteur de la question, Fabrice Pouela, s'est absenté de la plénière. Eric Izami, Mamitambu et Blaise Lunda. La date pour débattre de la question de Kampala, pourtant prévue mercredi 27 novembre à l'Assemblée nationale, a été reportée sine die. La question orale avec débat a été initiée par les députés Fabrice Pouela, mais il a été absent de la salle de congrès. Respectueux, le ministre des Affaires étrangères a répondu à l'invitation lui lancée. Ça fait peu sérieux, version majorité. Je souhaite personnellement présenter tous mes regrets au ministre qui est là avec toute sa délégation. Parce que, Monsieur le Président, l'acte que notre collègue vient de poser, c'est un acte irresponsable. C'est un acte irresponsable qui appelle à notre sens. Autant ça fait peu sérieux, version opposition. Je demande ce qui vient d'arriver, je me remets à la sagesse du bureau, que le bureau puisse examiner sagement ce dossier et qu'aujourd'hui, comme le ministre est déjà là, nous puissions débattre.
Même le bureau s'en trouve divisé. Que faire d'un député national qui, par son comportement, jette le l'opprobre à l'institution? Enfin, le bureau tranche à la lumière de l'Assemblée plénière souveraine. À la lumière des articles 110 de la Constitution et 122 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le député national Pouila devra-t-il écoper d'une sanction plus sociologique et juridique? Au bureau de répondre. C'est aujourd'hui que s'ouvre le procès du député national Fidel Babala à la CPI. Entre-temps, les circonstances de son arrestation et de son transfèrement à la Haye ont été à la base du mécontentement des élus députés du MLC, son parti politique. Hier mercredi, son épouse a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, Obaminako. Une fois de plus, Eric Izami, Mami Tambou et Blaise Lunda. Arrêté dimanche 24 novembre à 2h du matin, le député national Fidel Babala se trouve présentement à la Haye aux Pays-Bas. Mercredi 27 novembre, son épouse a été reçue par le président de la Chambre basse du Parlement où siégeait son mari pour le compte du MLC avec un mandat d'envergure nationale. Une espèce de cahier des charges sur les attentes de la famille, évidemment la famille en concertation avec le concerné lui-même. Il était essentiellement question de voir dans quelle mesure, dans le cadre des procédures qui vont arriver, l'Assemblée nationale, les autorités de la République pourront accompagner la famille, l'honorable Babala, pour une issue heureuse de la situation judiciaire qu'il connaît actuellement. Vous savez, au-delà des... À la suite de ces transfèrements de Fidel Babala à la Hollande, les élus députés nationaux élus sous le label MLC ont décidé de ne plus participer aux plénières de l'Assemblée nationale jusqu'à nouvel ordre. Justement, l'arrestation de Fidel Babala et la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC ont figuré parmi les points abordés au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies hier mercredi 27 novembre 2013. Anne-Marie Ossite, Pépito Matondo. La situation sécuritaire dans l'ensemble de la République démocratique du Congo est relativement calme et sous contrôle des FARDC et de la MONUSCO. Un accent particulier a été aussi mis sur les rapports préoccupants de l'UNICEF faisant état de la disparition et de l'assassinat de jeunes hommes et d'enfants dans certaines communes de Kinshasa suite à l'opération dénommée Likofi. Les autorités congolaises ont tout le droit de prendre les mesures qu'ils doivent prendre pour combattre la criminalité. Ce que le communiqué dit, c'est qu'on est alarmé par des allégations d'exécution extrajudiciaire dans le cadre de cette opération. Donc, il faut faire la distinction entre les deux. Ce que la MONUSCO et l'UNICEF sont en train de dire, ils sont en train de demander aux autorités congolaises de s'assurer que toute action visant à mettre fin au banditisme de la rue soit effectuée par les autorités compétentes de l'État uniquement et que cela soit fait dans le strict respect des règles en matière d'arrestation. Où en est-on dans l'affaire Aimé Kilolo, Fidel Babala, contre le juge unique de la Chambre préliminaire 2 de la CPI? Des précisions avec Patrick Chiboui. D'abord, il faut préciser que l'affaire concernant les atteintes présumées à l'administration de la justice, à l'encontre notamment de M. Jean-Pierre Bemba, est une affaire distincte du procès qui est en cours actuellement. Donc ce sont deux affaires tout à fait distinctes. Et puis, quant aux procédures d'arrestation, vous avez soulevé les procédures d'arrestation par rapport à l'honorable Fidel Babala, vous parlez d'espionnage de Maître Kilolo. Bon, toutes ces affirmations que vous présentez, il reviendra éventuellement aux avocats de ces différentes parties, notamment aux avocats de l'honorable Fidel Babala, de pouvoir les présenter au juge. La décentralisation devait être intériorisée dans la participation citoyenne aux affaires de l'État en RDC. Le vice-ministre de l'Intérieur, aux côtés des animateurs de la cellule d'appui à la décentralisation, a planché le mercredi sur ces processus et son évolution en RDC devant le 24 bourgmestre de la capitale Kinshasa, Mami Tambou, Eric Izami et Blaise Lunda. Au titre de la campagne nationale de vulgarisation de la décentralisation en RDC et précisément dans la capitale Kinshasa, le vice-ministre de l'Intérieur Égide Ngokoso avec les experts de la cellule d'appui à la décentralisation se sont retrouvés à Kasavubu. Bourgmestres, leurs adjoints et chefs de bureaux communaux ont échangé sur le contenu de loi en vigueur et leurs incidences dans la gestion du pays. L'objectif était de faire en sorte que la décentralisation soit au service de la paix, la démocratie, le développement et surtout l'unité nationale. D'un seul centre de décision
qui était le gouvernement central basé à Kinshasa à ce jour. Mesdames et messieurs, distingués invités, voici, année par année, les étapes franchies dans la mise en œuvre du processus de la décentralisation dans notre pays. 2006, 18 février, promulgation de la Constitution dont certains articles sont modifiés par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011. 9 mars 2006, promulgation de la loi numéro 6/006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Organisation des élections provinciales à l'issue desquelles les assemblées provinciales ont été élues. En 2007, installation des assemblées provinciales, élection de gouverneurs. Si le Parlement doit voter des lois pour accélérer le processus de la décentralisation, la population, elle, devra déjà apprendre à s'impliquer pour réussir cette décentralisation à partir des entités territoriales décentralisées. Il faut à ce jour renouveler les stations terriennes du Renatelsat à l'Équateur. La question a été évoquée mercredi 27 novembre au cours de l'audience accordée à la ministre provinciale de l'Équateur en charge des nouvelles technologies de l'information et de la communication, Janine Otoo, par l'ADG du Renatelsat, Richard Achinda. Solange Koualé, Sylvain Kapombo et Blaise Lunda. La révolution de la modernité rime aussi avec les infrastructures audiovisuelles de qualité. Soucié de la formation, l'information et l'éducation de ses administrés, l'exécutif provincial de l'Équateur poursuit par le truchement de son ministre chargé des NTIC ses contacts et envie de réaliser les désenclavements audiovisuels de la province de l'Équateur. Au réseau national de télédistribution par satellite, l'ADG Achinda, Richard, estime que le développement de la dite province dépendra de ces secteurs. La station terrienne de Mbandaka est opérationnelle, celle de Badolité et celle de Gemena. Celle de Lissala, après le pillage, il y a un processus, un programme pour la réhabiliter. Et donc, nous avons échangé avec Madame la ministre du programme qui tient à cœur ce que j'ai compris, et la province, afin que les autres entités soient désenclavées en audiovisuel et le Renatelsat est prêt à accompagner. Pour Mme Otoyo Makado, l'exécutif provincial de l'Équateur ne ménagera aucun effort pour atteindre les objectifs de la révolution de la modernité dans le domaine de l'audiovisuel. Nous sommes déjà en marche, la révolution de la modernité est là. En termes de l'audiovisuel, bien sûr, madame, parce que elle a été déjà prônée par le président de la République. Nous sommes à la marche. C'est parti pour un partenariat gagnant-gagnant, exécutif provincial de l'Équateur et Renatelsat. Renatelsat, diffuseur national. Après les grands hôtels, Makir Mwangu, ministre de l'EPSP, a ouvert la troisième réunion annuelle du comité de coordination internationale de l'initiative Élan Afrique au fleuve Congo Hôtel. Cette réunion a pour objectif de faire le bilan de l'avancement de la mise en œuvre du projet, d'identifier les difficultés rencontrées et de concevoir des dispositifs appropriés de rémédiation pour aller de l'avant. Dieu merci, Nzoma Biala, précisément Gondoré. Selon les statistiques, 177 millions d'adultes ne savent ni lire ni écrire. 32 millions d'enfants ne vont pas à l'école. 42% d'élèves quittent l'école très tôt sans avoir eu des compétences nécessaires pour trouver un emploi. Et pour ceux qui restent étudiés, les matières ne sont pas comprises convenablement. Raison pour laquelle se tient cette réunion annuelle du comité de coordination internationale de l'initiative Élan, qui consiste à faire l'évaluation de l'introduction de l'approche langue en classe. Nous sommes convaincus que les enfants apprennent beaucoup mieux, et c'est d'ailleurs prouvé scientifiquement, si les apprentissages se font d'abord dans les langues maternelles des enfants. Et donc c'est une initiative Élan Afrique qui concerne 8 pays, parmi lesquels la RDC qui est vraiment en pointe dans le cadre des expérimentations que nous menons à partir de cette rentrée concrètement dans les classes. Donc il s'agit d'améliorer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture à travers les langues maternelles des enfants, à travers les 4 langues nationales de la République démocratique du
Congo. Selon le ministre de l'FSP Makar Mwangou, l'initiative Élan Afrique est un projet important pour l'éducation. La présente réunion annuelle du comité de coordination internationale permettra de faire le bilan de l'avancement de la mise en œuvre du projet, d'identifier les difficultés rencontrées et de concevoir les dispositifs appropriés de remédiation pour aller de l'avant. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, parrain de l'éducation à qui il a assigné la mission de produire des ressources humaines nécessaires au développement de la République démocratique du Congo, suit avec une grande attention les travaux de ces assises. L'éducation par la langue maternelle est certes importante, mais encore faut-il que l'enseignant et l'enseignante puissent s'en acquérir pour bien transmettre les matières. La question reste posée. La République démocratique du Congo, à travers son ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, abrite le 6e forum de l'équipe spéciale internationale sur les enseignants pour l'éducation pour tous. Une fois de plus, Dieu merci Nzob Mabiala. 4 sous-thèmes sont débattus durant ce 6e forum. Il s'agit de la gestion de la formation des enseignants, leur recrutement, l'équité dans la formation et leur gestion dans les situations de post-conflit et post-catastrophe. Il a été constaté que la profession enseignante n'attire plus et la conséquence, c'est la pénurie des enseignants qualifiés en Afrique. Il est donc difficile pour de nombreux pays d'atteindre les objectifs du millénaire. Mais que faire face à ces défis? La problématique des enseignants et de leur rôle dans l'amélioration des acquis scolaires continuera de figurer parmi les priorités de l'organisation. Et à cet égard, l'équipe spéciale constitue un partenariat précieux et stratégique pour l'UNESCO, en particulier dans la perspective de l'après 2015. Pour le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel Makar Mwangou, des efforts sont en train d'être fournis pour que l'enseignant soit au cœur du système éducatif et qu'il soit réellement motivé. L'expérience de la mutuelle de santé des enseignants qui instaure une assurance maladie obligatoire et permet à chaque enseignant de bénéficier de soins de santé de qualité. Celle-ci, déjà opérationnelle à Kinshasa, dans les prochaines semaines, le sera sur l'ensemble du territoire national. Les efforts actuels pour la mécanisation et la bancarisation de la paie, ainsi que la décoration des milliers d'enseignants pour des bons et loyaux services à la nation, constituent aussi une motivation pour les enseignants. Le ministre a donc invité les participants à avoir un débat ouvert et sans complaisance pour permettre à des millions d'élèves du monde à rencontrer des enseignants qualifiés et motivés. La deuxième phase du projet ERPAN a été lancée le mercredi 27 novembre 2013 au CEPAS à Gombe. Cette phase va se focaliser sur la mise en œuvre d'un programme de réduction des émissions à l'échelle juridictionnelle de 12,5 millions d'hectares, le Maïndombe dans la province du Bandundu. Polydor Ngazami, Safi Maléo. La deuxième phase du projet RED for People and Nature, ERPAN, a lancé sa deuxième phase ce 27 novembre 2013. Au cours de l'atelier organisé à cet effet par WWF RDC qui travaille avec le gouvernement de la RDC, les organisations internationales et les partenaires locaux, il a été procédé à la restitution de la phase initiale du dit projet dont l'espace d'exécution est la région de Maïndombe dans la province de Bandundu, un paysage de 12 millions d'hectares couverts de forêts tropicales humides et de la forêt galerie et habitat essentiel pour les bonobos. La première partie consistait à préparer d'une manière globale le pays au niveau national, provincial et local, ainsi que les communautés au processus RED. Ça, c'est d'une manière globale. Il fallait préparer les outils pour le processus, partager l'information au niveau des communautés, les initier au processus et identifier des voies et moyens pour influencer les politiques au niveau international. Pour cette deuxième phase, le projet ERPAN va se focaliser sur la mise en œuvre d'un programme de réduction des émissions à l'échelle juridictionnelle de 12,5 millions d'hectares dans la province du Bandundu. Nous allons mettre un vaste programme de réduction des émissions dans cette zone et qui va demander l'appui à la fois du gouvernement provincial, du secteur privé, de la société civile, tant nationale qu'internationale, et aussi du gouvernement.